bonsoir et bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV78. Nous sommes le vendredi 17 janvier, voici les titres. C'était il y a tout juste 50 ans, la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse était promulguée en France le 17 janvier 1975. Aujourd'hui encore, le souvenir de Simone Veil, décédée en 2017, reste très présent dans les Yvelines, notamment à l'UFR des sciences de la santé de l'UVSQ qui porte son nom. La visite de Yaël Braun-Pivet ce vendredi à Verneuil-sur-Seine, la présidente de l'Assemblée nationale et députée des Yvelines, s'est rendue dans le quartier des Briques Rouges. Un vaste chantier de rénovation d'une dizaine d'années va démarrer sur place. Et puis il a été mis en sommeil pendant plus de 6 ans, le temps d'être restauré. L'orgue de la cathédrale Saint-Louis de Versailles résonne à nouveau. L'instrument classé monument historique sera béni ce week-end dans la Cité Royale. Mais avant de développer ces titres, cette phrase « Je refuse d'être pointé du doigt et d'endosser des responsabilités liées à un assassinat terroriste qu'aucun maire, avec les prérogatives qui sont les siennes, n'aurait été en mesure d'empêcher ». Les mots de Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Honorine, dans un communiqué de presse publié hier soir. Attaqué en justice par la sœur de Samuel Paty, l'élu se défend de toute inaction et affirme avoir toujours veillé à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour garantir la sécurité de ses concitoyens. Michael Paty reproche à la commune l'absence de surveillance du collège du Bois d'Aulne, là où enseignait son frère, assassiné par un terroriste en octobre 2020. Laurent Brosse était, selon elle, informé des menaces qui pesaient contre le professeur d'histoire-géographie. Elle a déposé un recours administratif. Je vous en parlais dans les titres. Nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire de la loi Veil qui a légalisé l'IVG en France. C'était le 17 janvier 1975. Un texte majeur dans l'histoire du droit des femmes qui résonne encore aujourd'hui dans les Yvelines. Clara de Frutos vous explique. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 17 janvier 1975, la loi Veil encadrant la dépénalisation de l'avortement en France était adoptée à l'Assemblée nationale. Comme son nom l'indique, c'est Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, qui en est à l'origine. Avec cette loi, elle est devenue une figure qui a marqué des générations et qui continue d'inspirer dans les Yvelines. Par exemple, à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, l'UFR de santé porte son nom. Simone Veil était présente pour l'inauguration en 2012. Elle était accompagnée de Marisol Touraine, à ce moment-là ministre de la Santé. Quelques années plus tard, ce sont cette fois-ci les étudiants de l'université qui lui ont rendu hommage en reconstituant le débat parlementaire sur la loi Veil. Ils ont une meilleure appréhension des problèmes soulevés, une meilleure compréhension des problèmes soulevés et sûrement une mémoire plus longue. Autre date importante, le 4 mars 2024, c'est à Versailles que s'est tenu le vote historique du Congrès pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce jour-là, la France est devenue le premier pays au monde à faire une telle démarche. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Et vous l'avez vu sur les images précédentes, Yaël Braun-Pivet a présidé la séance du Congrès qui a voté et adopté cette entrée de l'IVG dans la Constitution. La présidente de l'Assemblée nationale s'est confiée à notre micro sur le combat de Simone Veil à l'occasion de son déplacement du jour à Verneuil-sur-Seine. C'est un anniversaire forcément important et on voit à quel point ce droit peut être contesté dans un certain nombre de pays dans le monde. Donc il faut continuer à se battre pour faire en sorte qu'il se développe dans le monde et se battre pour qu'il soit effectif dans notre pays. En tout cas, ça a été une grande loi portée par une grande dame. Yaël Braun-Pivet qui était donc en visite cet après-midi à Verneuil-sur-Seine. La présidente de l'Assemblée nationale et députée des Yvelines s'est rendue dans le quartier des Briques Rouges. Un vaste chantier de rénovation d'une dizaine d'années va démarrer sur place. Il concerne des logements vieillissants des années 60 dans lesquels vivent 6000 habitants, soit un tiers de la population de la commune. Une opération de grande ampleur chiffrée à plus de 70 millions d'euros, financée à près de 59 millions d'euros par plusieurs partenaires dont l'État via l'Agence nationale de l'habitat. Les propos recueillis sur place par Patrick Jacques de Dixmude et Thomas Serre. J'avais souhaité, dans cette journée yvelinoise, m'intéresser au processus de participation. Et là, on a un quartier qui fait l'objet d'une rénovation et qui a, dès l'origine, associé l'ensemble des acteurs. Donc c'est pour cela que je suis venue et on voit que tout va bientôt commencer très concrètement pour les habitants. Et donc ce sont des étapes importantes. Ça fait 4 ans qu'on travaille pour rénover les Briques Rouges. Ça fait 4 ans qu'on surmonte des difficultés. Ici, on a la Garenne-l'Étang. Le président de l'Assemblée nationale a voulu passer
pour apporter à la fois son soutien et découvrir aussi ce projet qui à l'échelle régionale, pour ne pas dire plus, est emblématique en termes de reconstruction. C'est un renouvellement urbain, thermique, énergétique, mais c'est surtout le fruit d'une concertation avec les habitants, avec les conseils syndicaux, avec les experts, et réunir l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui est l'occasion vraiment de les valoriser. Un mot de sport à présent avec la 12e et dernière étape du Rallye Dakar aujourd'hui au départ et à l'arrivée de Shubaïta en Arabie Saoudite. La voiture TV78 a terminé à la 27e place en auto ultimate. Pierre Lachaume et Christophe Crespo terminent donc 16e du classement général. Un objectif largement rempli pour l'équipage numéro 278 d'MD Rallye Sport qui visait un top 20 dans la compétition. Et les deux hommes remportent même largement le classement des deux roues motrices avec plus de 2 heures d'avance sur leurs poursuivants. Bravo à eux et nous reviendrons sur cette information et sur cette performance lundi prochain dans la partie sport du 7-8. Mais tout de suite, on ouvre une page culturelle. Avec quelques idées de sortie, d'abord Kali qui sera en concert demain soir samedi au théâtre Alphonse Daudet de Coignères. Le chanteur fête les 20 ans de son album L'amour parfait. Pour l'occasion, il revisite plusieurs de ses tubes. Début du concert à 20h30, tarif de 9 à 25 €. À Versailles, c'est un événement pour le moins insolite qui va se tenir samedi et dimanche, la bénédiction de l'orgue de la cathédrale Saint-Louis. L'instrument classé monument historique résonne à nouveau après plus de 6 ans de restauration. Une interview express réalisée par Mélanie Poquet. La musique de la liturgie est basée sur l'orgue, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui entraîne les fidèles. Alors ce week-end, il va y avoir ce qu'on appelle la bénédiction, c'est-à-dire que l'orgue et sa musique et les organistes vont entrer dans la liturgie officiellement. Donc à partir de ce moment-là, l'orgue jouera à tous les offices. Il y a une prière qui se fait entre l'évêque qui va bénir l'orgue. Ce sont des incantations plutôt pour bénir l'instrument. Donc il y aura comme un dialogue. Et à la fin de cette bénédiction, l'orgue pourra jouer pour tous les offices. Et demain, ce sont les organistes de la cathédrale qui vont présenter au public l'instrument restauré. C'est un partage musical entre les organistes actifs ici et puis le public. C'est un orgue de Louis-Alexandre Clicquot à l'origine, construit pour la cathédrale spécifiquement. L'orgue a été terminé par François-Henri Clicquot. C'était une dynastie de facteurs d'orgue. À l'époque romantique, on a réutilisé une grande partie du matériel, notamment le buffet, ce qu'on appelle le buffet, le meuble, et puis une très grande partie des tuyaux. Tout le reste, tous les mécanismes, tout ça ont été changés pour mettre au goût du jour et d'avoir une palette sonore plus romantique que classique. La musique de la liturgie est basée sur l'orgue, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui entraîne les fidèles, c'est lui qui comble tous les silences quand il y a besoin. Ça n'arrête jamais. Dans une liturgie avec orgue, c'est en permanence. Oui. Oui, parce que les travaux ont duré vraiment très longtemps. Le programme de départ était assez simple, essentiellement un grand nettoyage, mais il y avait pas mal d'options. En démontant, on voulait savoir ce qu'il fallait vraiment restaurer ou non. Et donc, il y a eu des très grosses pièces à l'intérieur mécaniques qu'il a fallu restaurer entièrement. On s'est attardé un peu sur les modifications que l'orgue avait subies pour pouvoir reconstituer l'orgue du 19e siècle, donc 1863 d'Aristide Cavée-École, qui était le facteur d'orgue le plus réputé en Europe à l'époque. Au moment où on a remonté l'instrument sans les tuyauteries, les monuments historiques ont voulu restaurer l'arrière de la cathédrale, ce qui était une excellente idée puisqu'il n'y avait pas de danger que les tuyaux soient abîmés. Et donc ça devait prendre quelques mois et finalement ça a pris à peu près 2 ans. Enfin de la musique classique, les solistes de la Ville-Dieu débutent 2025 avec un concert hommage à Schubert, les Schubertiades. Ça se passe demain soir à 18 h à l'Auditorium de Trappes. Vous retrouverez au piano Guillaume Durand-Pichetti, Marianne Pichetti au violon et Xavier Phillips au violoncelle, tarif de 8 à 18 €. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Retour de l'information locale à l'antenne. Et dès lundi, d'ici là, passez un excellent week-end sur TV78.